La solution qui est préconisée pour les urgences qui ferment en disant « appelez le 15 », ça va entraîner des drames. Les standards vont exploser. C'est les meurtres par procuration. Vous voyez, je suis relativement violent. Hein. Les gens qui préconisent ça, que ça soit le conseiller de Macron, M. Braun, président de SAMU Urgence de France, le président de la République et Mme Bourguignon, de toute façon, Mme Bourguignon, vous savez, concrètement, c'était la ministre de la Santé. Mme Bourguignon, la ministre de la Santé, c'était la ministre des EHPAD avant. Elle allait laisser les EHPAD dans une situation lamentable. Le scandale européen, on a la même ministre de la Santé. Comment vous voulez avoir confiance? C'est pas possible. On fonctionne à flux tendu en permanence. Hein, puisque ça, c'est la logique qui nous est imposée à l'hôpital, hein, ce qu'on appelle le fonctionnement à flux tendu. Hein, alors la terminologie, le lean management, c'est une catastrophe. Dès qu'on a un petit surcroît d'appel, eh bien, les standards sont encombrés et les temps de décrocher entraînent des dysfonctionnements graves qui vont entraîner une surmortalité. C'est ce que l'on dit depuis 2003 au gouvernement successif, depuis la canicule. Voilà. Hein, donc, il arrive un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Pour former, recruter, pour améliorer les conditions de travail, il faut mieux rémunérer les gens et il faut considérer que quand on est soignant, eh bien, il faut qu'on ait du temps de cerveau disponible. Hein? Voilà. Et le temps de cerveau disponible, c'est pouvoir se poser entre deux malades, entre deux appels, pour pouvoir justement être à l'écoute avec toute l'empathie nécessaire quand on a un appel difficile qui arrive. Voilà, quand on enchaîne les appels sans avoir la possibilité de souffler, eh bien, il y aura des dérives. C'est statistiquement obligatoire. On veut que tout le monde sache comment notre mère a été maltraitée et méprisée alors qu'elle demandait juste de l'aide. Depuis août 2020, Marie-Laure, 31 ans, et sa sœur jumelle Marie-Christine se battent pour obtenir des réponses après le décès de leur mère, Yolande Gabriel, une Martiniquaise de 65 ans. Les enregistrements des appels au SAMU et le dossier médical de la victime consulté par Mediapart révèlent que les souffrances de Yolande Gabriel ont été minimisées. Le SAMU de Seine-et-Marne, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vais pas bien. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous arrive, là, madame? Voilà, hier, je suis allée aux urgences de moi-même, à Meaux. Et quand ils m'ont fait le truc du cœur, là, comme ça s'appelle là. L'électro? L'électro, ils ont dit en premier, ça n'allait pas. D'accord, et alors puis, pourquoi ils vous ont laissé repartir? Justement. Et ils vous ont dit quoi exactement? Je suis partie vers 3 h du matin. Ils m'ont dit bon, et j'avais un taux de tropoline encore élevé. D'accord. Bon. Ils m'ont dit bon, c'est bon. Et là, ça va pas. Je suis rentrée chez moi. Dès que je suis sortie de l'hôpital, ça a recommencé. J'ai été douleur, les douleurs plus fortes. D'accord. Bon, alors, madame. Oui. Ok. On va se calmer, je vous ai entendu parler, maintenant il faut me répondre. Je suis un des médecins du SAMU. Je vais pas bien. Madame, il faut vous calmer. Vous n'avez pas 36 000 médicaments à prendre. Je suis calme. Je vous entends plus. Si vous parlez pas dans le téléphone, on peut pas s'entendre. Ah là là. Je vous disais, la première fois, j'étais à Meaux. Mais putain, mais parlez dans le téléphone. Le décès de Yolande Gabriel rappelle l'affaire Naomi Musenga, du nom de cette jeune femme noire moquée par le SAMU et décédée d'une possible intoxication de Doliprane en 2017. À l'époque, beaucoup accusaient les médecins d'avoir minimisé ses souffrances du fait de préjugés racistes. Bonjour Christophe Prudhomme, vous êtes médecin SAMU 93 et conseiller régional Pouvoir Vivre en Île-de-France. On l'a vu, ces deux affaires se ressemblent énormément. On vient d'entendre l'agacement et le mépris aussi bien de l'assistante des régulations médicales et du médecin régulateur du 15. Le SAMU de Seine-et-Marne, lui, ne reconnaît qu'une exaspération injustifiée du médecin. Est-ce que vous voyez des dysfonctionnements dans la prise en charge de Yolande Gabriel, voire même des fautes ? Oui, il y a des dysfonctionnements, des fautes. Enfin, ce qui est catastrophique, c'est que la direction de l'hôpital ne reconnaisse pas qu'il y a eu un dysfonctionnement. Le déni, c'est une caractéristique du gouvernement et des administrations qui sont aux ordres, alors que la situation est catastrophique. Il faudra qu'il y ait une enquête, mais il est clair qu'aujourd'hui, que se passe-t-il à l'hôpital? Le personnel n'en peut plus, est exaspéré. Donc il y a des dérives.
Voilà, il y a des dérives, mais quotidiennes. Pour 2 affaires médiatisées, c'est tous les jours qu'il y a des dysfonctionnements. Parce que le volume d'appels aujourd'hui ne permet pas de prendre le recul suffisant, d'écouter les patients avec empathie, sans préjugés. Voilà, donc, vous savez, la difficulté, c'est que vous venez à peine de raccrocher. Vous avez un autre appel avec des difficultés en termes de communication. Hein, on n'entend pas bien. Alors, il y a un énervement. Cet énervement fait qu'on perd son professionnalisme. On n'écoute pas. Quand un patient vous dit « je vais mourir », il faut l'écouter. Il faut l'écouter, voilà. Il peut y avoir une exagération, mais on est là pour rassurer les gens. Et donc, pour ça, il faut du temps. Et ce dont se plaignent l'ensemble des personnels, que ce soit l'assistant de régulation médicale, hein, celui qui décroche, ou le médecin derrière, on n'a pas le temps. Et cette pression, statistiquement, ça entraîne des dysfonctionnements. Et ce terme de dysfonctionnement, traduit pour la population, pour les patients, ce sont des morts évitables. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis des années. Et quand aujourd'hui, M. Macron va à Cherbourg en disant « appelez le 15 », vous imaginez, c'est-à-dire que déjà on est surchargé, et on dit « il faut appeler le 15 ». Moi, j'ai vécu ça au moment où Mme Bachelot expliquait, pendant la première vague Covid, n'allez surtout pas aux urgences, appelez le 15. J'étais de régulation, enfin de garde au SAMU, je l'écoute, je l'entends à 20h, à 21h30, le standard explosait. Et les appels pour arrêt cardiaque attendaient 10 minutes. Voilà. Justement, 10 minutes, c'est long. L'appel a duré quand même 10 minutes avant qu'on se décide de venir en aide à cette patiente qui est aujourd'hui décédée. Est-ce que 10 minutes, c'est un temps d'attente qui est raisonnable? Ah non, les critères de qualité au SAMU, c'est que le décroché doit être dans les 30 secondes, et s'il dépasse 1 minute, le temps de décrocher, c'est un dysfonctionnement et c'est une perte de chance. Voilà. Parce que entre l'appel pour un arrêt cardiaque et l'appel pour une fièvre, on ne sait pas tant qu'on n'a pas décroché. Voilà. Donc, il faut pouvoir avoir la marge de manœuvre suffisante en personnel, ce que l'on n'a pas aujourd'hui. On fonctionne à flux tendu en permanence. Hein, puisque ça, c'est la logique qui nous est imposée à l'hôpital, hein, ce qu'on appelle le fonctionnement à flux tendu. Hein, alors la terminologie, le lean management, c'est une catastrophe. Dès qu'on a un petit surcroît d'appel, eh bien, les standards sont encombrés et les temps de décrocher entraînent des dysfonctionnements graves qui vont entraîner une surmortalité. C'est ce que l'on dit depuis 2003 au gouvernement successif, depuis la canicule. Voilà. Hein, donc, il arrive un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Et il faut que les familles portent plainte. Il faut que les familles portent plainte parce que quand on fait des fiches de dysfonctionnement à l'hôpital, rien ne se passe. On étouffe les affaires. Et ça, c'est scandaleux. Voilà. Donc la question, c'est pas d'aller accuser personnellement, voilà, les gens. Il y a des responsabilités individuelles, mais ce qu'il faut que la population comprenne, c'est que ce dysfonctionnement est majeur, ça peut arriver à n'importe qui, et pour que ça change, eh bien, il faut que les actions en justice, et il faudra qu'il y ait au moins des condamnations symboliques pour que le système change, mais qu'on aille chercher toutes les responsabilités. Vous voyez, là, tout à l'heure, je répondais à des collègues sur WhatsApp dans un service d'urgence, où ils sont à moitié des effectifs dans le service d'urgence. Et on leur dit, on va pas, on peut pas vous donner du personnel supplémentaire. Les gens disent, mais on ne pourra pas s'occuper des patients. On est en danger, les patients sont en danger. On leur dit, travaillez quand même. Ce qu'on leur dit, c'est, vous écrivez à la direction de l'hôpital que là, le sous-effectif entraîne ce qu'on appelle une perte de chance par défaut de moyens pour les patients, et que le directeur qui a pris la décision de faire fonctionner ce service d'urgence avec des moyens insuffisants pour assurer la sécurité des patients, eh bien, s'il y a un dysfonctionnement, eh bien, il ira au pénal parce qu'il est personnellement responsable. Maintenant, ça suffit. C'est plus possible. Vous voyez, on connaît les dysfonctionnements et la colère après, je peux vous dire là sur les réseaux sociaux, après la visite d'Emmanuel Macron hier à Cherbourg, est énorme dans le milieu. On n'a pas besoin d'une mission flash pour un rapport dans 1 mois. Mais moi, je suis urgentiste. Quand il y a un malade qui est en train de mourir, il faut prendre des décisions immédiatement, pas un traitement qu'on va repousser à 1 mois de délai. Est-ce que vous pouvez nous décrire juste une prise en charge normale, en principe, une fois qu'on appelle le SAMU? Ça ne doit pas durer 10 minutes. Un décroché dans les 30 secondes, maximum 1 minute. On doit écouter les patients qui s'expriment. Vous voyez, l'angoisse fait que parfois, il y a une agressivité.
Donc, on essaye de former les personnels, mais comme il n'y a pas assez de temps de formation sur comment on répond à l'agressivité. Vous voyez, la bonne formation... Mais là, en l'occurrence, il n'y a eu aucune agressivité. Elle était très calme, cette patiente, et on lui a enjoint de se calmer. Non, il y a une agressivité de la part des gens qui décrochent. D'accord. Oui. Alors, quand je dis répondre à l'agressivité, ça peut être agressif d'un côté, mais de l'autre côté, il peut y avoir un énervement et une agressivité qu'on renvoie à la patiente, qui elle-même dit « mais non, je ne suis pas énervé, je souffre ». Voilà. Donc, il y a une succession de dysfonctionnements. Je pense que cette dame n'aurait pas dû être envoyée à 3h du matin des urgences. Il faudra qu'on examine tout le dossier. Et donc, ça a rassuré faussement le personnel. C'est-à-dire, vous êtes passé aux urgences, on vous a renvoyé, donc si on vous a renvoyé, c'est qu'il n'y avait rien de grave. Oui. Voilà. Et donc, les dysfonctionnements s'enchaînent. C'est-à-dire qu'aux urgences, on aurait dû la garder en surveillance en attendant les résultats des examens. On la renvoie, ça rassure faussement. Elle rappelle, mais elle dit quand même qu'elle a des douleurs. Et on l'entend. Et on l'entend. Et vous savez, il faut des caractérisations ethniques. Oui. Ça tourne dans le milieu médical. Vous voyez, on parle du syndrome méditerranéen. C'est quoi le syndrome méditerranéen? C'est le fait qu'effectivement, il y a des gens qui sont beaucoup plus expressifs dans leur douleur que l'autre. Mais cette expressivité, ça ne veut pas dire que les gens majorent. Vous voyez, c'est la forme d'expression de leur douleur. Il y a des gens qui vont prendre sur eux et puis d'autres qui vont dire « je vais mourir ». Bon, peut-être qu'ils ne vont pas mourir, mais ils sont inquiets. Donc, toute souffrance, même si elle est exprimée de manière virulente par l'appelant, doit être prise en compte. Et notre rôle, c'est de rassurer la personne. Donc là, vous êtes en train de dire, quelque part, qu'on a minimisé les souffrances de Gabrielle Yolande parce qu'elle est noire. Du fait de préjugés racistes. Je ne sais pas si... c'est peut-être un raccourci. Ce qui est dit dans la bande, c'est « je ne vous entends pas ». La dame Yolande a un accent antillais, qui est assez fréquent quand même. Oui. Donc, il n'y a aucun problème, on la comprend bien, là. Enfin, je veux dire, voilà. Il y a simplement un manque d'écoute. Et surtout, il n'y a plus l'envie d'écouter. Voilà, c'est ça le problème. Donc, quel que soit ce qu'elle va dire, visiblement, tant l'assistante de régulation médicale que le médecin n'entendent pas ce qu'elle dit. Voilà. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de raccrocher en considérant que cet appel est un appel qui encombre le système. Elle a été vue aux urgences, elle est rentrée chez elle, elle n'a qu'à attendre demain matin ou appeler le SOS médecin, voir un médecin le lendemain matin. Voilà, c'est une erreur, je vous dis, cette attitude de la part de mes collègues, elle est assez fréquente parce que les gens sont excédés, n'en peuvent plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille en ce que nous oblige à faire aujourd'hui les directions d'hôpitaux, c'est du travail en 12 heures. 12 heures d'affilée de travail. 12 heures d'affilée. C'est pas possible. On ne peut pas être disponible pendant 12 heures. Voilà. Vous savez, j'avais mon ancien chef de service, il y a 20 ans, qui était pilote d'avion, qui a monté le SAMU 93. Il disait, si on veut de la qualité, il faudrait qu'on travaille comme dans une salle de régulation aérienne. Voilà, parce qu'il faut qu'on soit vigilant en permanence. Or, ce n'est pas ce qui est possible aujourd'hui. On a des horaires de travail qui sont incompatibles avec la qualité. Vous disiez 12 heures et combien d'appels? Ça représente combien d'appels aux urgences? Les appels, ici dans le SAMU 93, le nombre d'appels annuels, c'est 800 000 appels. 800 000. Et 250 000 dossiers médicaux dans l'année. Combien de médecins urgentistes? Selon les périodes de la journée, on a la chance, on est un des SAMU les mieux dotés. Nous sommes entre 4 et 6 médecins, ce qui devrait nous permettre de travailler correctement la plupart du temps. Mais dans beaucoup d'endroits, vous avez, alors pour les volumes d'appels qui sont variables selon les départements, mais il est clair qu'aujourd'hui, ce que ne comprennent pas les financiers qui nous dirigent, c'est qu'on a besoin de se reposer entre les appels, qu'il y a des périodes où on a besoin de souffler, et on n'a plus ce temps de souffler. Et quand vous n'avez plus ce temps de souffler, ça, tout sociologue du travail vous dira, statistiquement, ça va générer des drames comme celui qu'on a entendu. C'est statistique. On le sait, ça a été décrit, et rien n'est fait pour améliorer les conditions de travail, pour former les gens à une réponse adaptée, c'est-à-dire écouter, quel que soit l'accent, quelle que soit la difficulté qu'ont les gens pour s'exprimer. Vous savez, nous, ici en Seine-Saint-Denis, on a beaucoup de gens qui s'expriment mal en français. On a un certain nombre de collègues qui parlent différentes langues, donc on essaye, vous voyez, de s'adapter. Mais même si les gens parlent mal le français, on peut, de manière très simple, vous savez, il faut poser des questions fermées.
hein, lentement, pour que les gens répondent oui ou non. Et comme ça, vous n'avez pas la difficulté à comprendre ce qu'ils vont dire. C'est des techniques qui s'enseignent. Et ça, on a trop peu de formation continue. Et puis, c'est le respect des différences, des difficultés. Pour ça aussi, il faudrait que... il y a des dérives ces derniers temps. Hein. La pression du Rassemblement national et des Zemmour et compagnie font que le racisme existe aujourd'hui aussi chez le personnel hospitalier, alors que c'est en contradiction totale avec ce qu'est notre métier, l'humanisme et la règle. On soigne tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, son origine et ses revenus. Hein, voilà. Et ça, aujourd'hui, effectivement, le milieu ambulant ne facilite pas. Alors, vous le disiez, il y a des patients qui ont du mal à s'exprimer dans un français correct, donc c'est pas forcément compréhensible pour le médecin urgentiste, mais je souffre, j'ai mal, je vais mourir, c'est un langage quand même qui est assez universel. Pourquoi avoir attendu 10 minutes alors que depuis le début de cet appel, cette dame se plaint de douleurs thoraciques et d'une sensation de mourir? L'erreur, c'est que... toute douleur thoracique, ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est que toute douleur thoracique, jusqu'à preuve du contraire, est un infarctus et qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Voilà. Donc après, il faut décrypter. Là, ce que je vous dis, c'est que l'assistant de régulation médicale et le médecin ont été faussement rassurés par le fait qu'elle sortait des urgences. Voilà. Et donc ça, c'est un véritable problème qu'on a régulièrement. Et on dit, attention, c'est pas parce qu'elle a vu un médecin ou qu'elle sort des urgences qu'il n'y a pas eu une erreur. Il faut reprendre à zéro, oublier ces éléments et reprendre à zéro. Elle appelle, c'est une dame d'un certain âge qui a une douleur thoracique. Jusqu'à preuve du contraire, c'est possiblement un infarctus. Il faut le traiter comme tel. Qu'elle ait été vue aux urgences avant ou qu'elle ait vu un médecin avant, il faut reprendre à zéro. Voilà. Mais pour ça, il faut effectivement avoir la capacité de se détacher de ces contingences et d'être en disponibilité, vous voyez, dans l'esprit, suffisamment détendu pour pouvoir faire le vide. Et aujourd'hui, quand vous enchaînez les appels, eh bien, je vous dis, statistiquement, ces dysfonctionnements, on sait qu'ils vont arriver quand on fait travailler les gens sous pression. Quand en plus, il y a des personnalités ou des dérives éventuellement à connotation raciste, là, c'est catastrophique. Voilà. Donc, il faut remettre à plat ce système. Il faut qu'il y ait une véritable mise à plat de ce que doit être une réponse et qu'on forme les professionnels. Mais pour former les professionnels, on l'a fait il y a quelques années, on n'a plus les moyens aujourd'hui. On formait il y a quelques années nos assistants de régulation médicale et les médecins avec des artistes pour pouvoir simuler des conversations. Hein, avec des acteurs pour simuler les conversations. Alors ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher, mais c'est comme ça que vous arrivez à avoir la bonne réponse. Je vous dis, reformuler ce que vient de dire la personne. Quand on sait qu'elle a des difficultés pour s'exprimer, que ce soit des difficultés de langage ou parce qu'elle souffre, poser des questions fermées, aller jusqu'au bout. Voilà. Et surtout, ne jamais oublier, le doute doit toujours bénéficier aux patients. Vous le disiez, il y a des préjugés racistes, bien évidemment, aussi dans le milieu hospitalier. Vous parliez de ce syndrome méditerranéen. Je pense qu'on a aussi ces mêmes préjugés à l'égard, notamment de la population antillaise. Qu'est-ce qui est fait au sein de l'hôpital pour lutter contre ces préjugés et qui participerait, du coup, cette lutte qui participerait à une meilleure prise en charge? Pas grand-chose. Pas grand-chose, malheureusement. Pas grand-chose. Parce que, vous savez, les hospitaliers vivent dans la cité. Et les dérives ces dernières années, le fait qu'on puisse avoir un journaliste comme Zemmour qui est condamné, qu'on laisse à l'antenne, qui peut se présenter à la présidentielle, il y a un problème quand même. Voilà. C'est-à-dire que la parole s'est libérée. On joue largement du bouc émissaire. J'entendais ce matin que le problème au Stade de France... ce sont les sans-papiers qui étaient là pour voler les téléphones portables. Ben oui, il y avait peut-être des gens qui volaient. Dans toute foule, il va y avoir des vols à la tire. Mais est-ce que c'était ça le problème? Non, on stigmatise, on va stigmatiser pour effectivement s'exonérer de ses propres responsabilités. La responsabilité de ces morts, elle est liée aux mesures politiques qui ont été prises ces dernières années, l'absence de volonté de renforcer le service public, parce que qu'est-ce que veut aujourd'hui le gouvernement? C'est détruire le service public
pour ouvrir au marché, pour la population qui pourra se payer, des services de meilleure qualité. Voilà, donc plus il y aura de dysfonctionnements de ce type-là, plus on dira, voyez bien, le SAMU, c'est une catastrophe, donc on va mettre en place d'autres standards, mais avec abonnement. Si vous avez la bonne carte, que vous allez payer très cher, là, avec des médecins qui vont prendre le temps de vous écouter, etc. Bon, ça, c'est fait sciemment. Et donc, il faut que ces drames puissent effectivement avoir la médiatisation voulue, passe ensuite en justice pour qu'on puisse dérouler la plotte et qu'on aille chercher toutes les responsabilités depuis l'assistante de régulation médicale en passant par le médecin, mais au-dessus, pourquoi il travaille dans ces conditions dégradées? Je connais bien le SAMU 77, puisque je suis au SAMU 93 et parfois on a des appels, vous voyez, limitrophes, mais quand nous-mêmes, on a un appel, par exemple, à Shell, qui est limitrophe du 93. On essaye de le rebasculer sur le SAMU 77. De SAMU à SAMU, parfois, ça met 5-6 minutes pour répondre. Vous voyez, alors que normalement, on a des lignes spécialisées. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité physique de répondre. Voilà. Et là, j'insiste, la solution qui est préconisée pour les urgences qui ferment en disant « appelez le 15 », ça va entraîner des drames. Les standards vont exploser. C'est les meurtres par procuration. Vous voyez, je suis relativement violent. Les gens qui préconisent ça, que ça soit le conseiller de Macron, M. Braun, président de SAMU Urgences de France, le président de la République et Mme Bourguignon, de toute façon, Mme Bourguignon, vous savez, concrètement, c'était la ministre de la Santé. Mme Bourguignon, la ministre de la Santé, c'était la ministre des EHPAD avant. Elle allait laisser les EHPAD dans une situation lamentable. Le scandale européen, on a la même ministre de la Santé. Comment vous voulez avoir confiance? C'est pas possible. Pour revenir à l'affaire de Yolande Gabriel, quelles sont les sanctions envisageables? On se souvient qu'à l'époque, à la suite de la mort de Naomi Musenga, Agnès Buzyn avait demandé une enquête de l'IGAS, donc qui est de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Mais les enquêtes, on en a assez. On sait pourquoi ça dysfonctionne. Les gens sont en nombre insuffisant et ne sont pas suffisamment bien formés. Voilà, donc la sanction, le problème, c'est pas la sanction, c'est que ça ne se reproduise pas. Pour que ça ne se reproduise pas, il y a eu l'affaire Musenga et ça se reproduit. Parce que les mesures n'ont pas été prises. Nous sommes toujours en nombre insuffisant, insuffisamment formés. Pour cette affaire-là, des affaires comme celle-là, il y en a tous les jours. Des morts aussi Mais ça? Oui, tous les jours. Pour une qui est médiatisée, parce que les familles ne vont pas forcément porter plainte, vous voyez. Mais des dysfonctionnements de ce type-là, il y en a tous les jours. Un système qui est sous pression, la médecine n'est pas une science exacte. Voilà. Donc, même avec toute la bonne volonté du monde, de toute façon, on passe à côté de cas graves parce qu'on n'a pas le temps suffisant. Les gens n'ont pas suffisamment de formation pour pouvoir s'adapter. Et donc, on appelle ça des dysfonctionnements. Mais les dysfonctionnements, c'est une mortalité supplémentaire évitable. Voilà, ça a été décrit, ça a été écrit dans des revues par des spécialistes reconnus. Voilà, donc pour que ça change, il faut qu'on nous écoute. Et le problème essentiel aujourd'hui est un problème de moyens, de réorganisation aussi du système, de ne pas dire aux gens, à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de médecin en ville, appelez le 15. Non, il faut qu'il y ait des médecins en ville pour faire les visites, il faut que les urgences soient ouvertes H24. Si un service d'urgence n'est pas ouvert H24, c'est plus un service d'urgence. Et voilà. Comment on fait justement pour attirer des médecins, attirer toutes ces professions Avant d'attirer, il faut éviter qu'ils s'en aillent. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens démissionnent. Vous savez, le problème, voilà, mon patron, Martin Hirsch, qui vient pleurer tous les mois devant une journaliste complaisante qui s'appelle Léa Salamé. Bon, il est responsable de la fuite du personnel à l'assistance publique parce qu'il a imposé une modification des horaires de travail qui font fuir le personnel. Bon, et il se plaint aujourd'hui d'avoir 1500 postes d'infirmières vacants à l'assistance publique. Mais parce que les gens sont partis. Aujourd'hui, il y a 150 000 à 200 000 infirmières diplômées en âge de travailler qui ont changé de métier. J'ai des collègues urgentistes, 2 collègues à Marseille, la quarantaine, des jeunes femmes qui étaient des urgentistes qui aimaient leur métier, mais pour se sauver, pour ne pas être en épuisement professionnel et pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, elles ont abandonné la médecine d'urgence. Il y en a une qui est partie travailler en EHPAD et une autre qui fait de la dictologie, donc qui s'occupe des gens qui ont des problèmes avec les drogues. Donc c'est ça qu'il faut stopper. C'est-à-dire que la solution, c'est améliorer donc les conditions de travail. Il faut former, recruter. Pour améliorer les conditions de travail, il faut mieux rémunérer les gens. Et il faut considérer que quand on est soignant,
eh bien, il faut qu'on ait du temps de cerveau disponible. Hein ? Voilà. Et le temps de cerveau disponible, c'est pouvoir se poser entre deux malades, entre deux appels, pour pouvoir justement être à l'écoute avec toute l'empathie nécessaire quand on a un appel difficile qui arrive. Voilà, quand on enchaîne les appels sans avoir la possibilité de souffler, eh bien, il y aura des dérives. C'est statistiquement obligatoire. Voilà. Et donc là, sur cette affaire-là, il faudra effectivement que l'assistant de régulation médicale et le médecin soient donc recadrés, auditionnés. Quand on écoute la bande, il y a voilà, la réponse est inadaptée. Voilà, donc la réponse est inadaptée et il y a une faute. Bon, mais après, la question c'est quels moyens on se donne pour pas que ça se reproduise. Moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est pas qu'il y ait des sanctions, c'est que ça ne se reproduise pas. C'est ce qu'on s'en dit depuis des années. Voilà, il y a eu l'affaire Muzenga, il y a l'affaire Yolande, 2 qui sont médiatisés pour des centaines de cas identiques. Voilà, et sans compter le fait qu'aujourd'hui, vous avez beau appeler un SAMU, si vous habitez dans l'Orne ou en Mayenne, vous appelez le SAMU, mais vous allez voir arriver un véhicule, peut-être dans un délai de 40 ou 45 minutes, parce qu'on a fermé les équipes, et dans le SAMU, il n'y aura pas de médecin. Parce que comme on n'a pas de médecin, on met une infirmière à la place avec un protocole. Voilà. Donc voilà aussi dans quel état est le système de santé. Donc c'est dramatique. Et donc aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme. Les responsabilités sont à tous les niveaux, mais allons pas chercher que le bouc émissaire, que l'assistant de régulation médicale et le médecin qui ont fait une faute. Il faudra aller chercher jusqu'au sommet de l'État. Pourquoi ce système est dans cet état-là? Ça fait des années qu'on le dit. Et donc, eh bien, il serait bien qu'à un moment donné, il y ait des directeurs d'hôpitaux, des directeurs généraux d'ARS et les ministres de la Santé qui soient aussi condamnés. Voilà. Suite à la mort on va reparler aussi de la mort de Naomi Musenga, puisqu'elle avait vraiment provoqué un vif émoi. Il y avait 2 organisations de médecins urgentistes qui avaient demandé dans un communiqué commun un rendez-vous immédiat avec la ministre de la Santé de l'époque pour trouver des solutions aux problèmes de régulation médicale, afin qu'un tel drame ne se reproduise pas. C'était en 2018. On est en 2022. Visiblement, ils n'ont pas été entendus. On l'a vu hier, Emmanuel Macron était en déplacement à Cherbourg. Il a l'air de promettre de grandes réformes à travers cette mission d'information. Je pose la question, même si je connais un peu la réponse, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir à travers cette prise de conscience? Absolument pas. On a les mêmes. On a les mêmes. Ouais, bon, François Braun, président de SAMU Urgences de France, c'était le conseiller de M. Macron pendant sa campagne électorale. Bon, M. Macron, il nous nomme Mme Bourguignon, je vous ai dit, voilà, qui est le directeur de cabinet de Mme Borne, l'ancien directeur général de l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France, qui a validé les fermetures d'hôpitaux, la diminution du nombre de lits et le bilan de M. Macron, alors que le principal problème des urgences aujourd'hui, c'est le manque de lits. Pourquoi les personnels craquent? Parce qu'on doit s'occuper des malades qui n'ont pas de lit et des malades qui arrivent. Le bilan de M. Macron, de Mme Buzyn et de M. Véran, c'est 17 000 lits fermés pendant le quinquennat. Voilà. Donc aujourd'hui, la solution, elle est claire. Hein. Là, je vais prendre ma casquette politique. Hein. C'est qu'il faut les mettre dehors. Et le seul moyen de les mettre dehors, c'est que le 12 et le 19 juin, il y a une majorité alternative pour qu'il y ait un vrai débat autour de 2 questions essentielles. Mais là, on pense qu'on est majoritaire dans la population. C'est est-ce que la santé, ça doit relever exclusivement du secteur public et un financement exclusif par la sécurité sociale et qu'on rénove le système de santé, qu'on arrête de tourner autour du pot sur les déserts médicaux, etc. Nous, on a des solutions sur des centres de santé avec des médecins salariés dans le cadre de l'aménagement du territoire. On ouvre les centres de santé là où il y a des besoins. On maintient les hôpitaux de proximité. On valorise le travail des personnels en répondant à une revendication qui est très forte, c'est comment on prend en compte la pénibilité. Donc on rétablit les 5 ans de bonification pour partir à la retraite. On met en place les 32 heures sur 4 jours. On recrute les étudiants, non pas par Parcoursup dans les écoles professionnelles, mais avec des contrats d'études. C'est-à-dire que les étudiants, dès qu'ils sont recrutés dans l'école, ils sont payés pendant leurs études avec des cotisations sociales, donc une cotisation retraite. Ils commencent à cotiser pour la retraite à 18 ans. Et donc, comme c'est un contrat, ils sont payés pendant leurs études, ils sont préaffectés sur un hôpital, un groupe d'hôpital ou un territoire. Donc, ils peuvent se projeter dans l'avenir. Et ça s'appelle de l'aménagement du territoire, de la réponse aux besoins de la population, le service public. Ce que veut faire Macron, on glisse, il n'ose pas le reconnaître. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il veut?
un système à l'américaine, c'est-à-dire un service public minimum, très dégradé pour les pauvres, parce qu'on est des bons chrétiens et qu'on ne laissera pas les pauvres mourir dans la rue. Et puis, pour les autres, il faudra la carte bleue. Voilà, avec les dépassements d'honoraires, les centres d'appel avec de la pseudo-télémédecine sur abonnement, les cliniques privées. Juste pour terminer, là, ce qui se passe sur Paris, on va fermer 2 hôpitaux à Paris, Bichat et Beaujon, dans le nord de Paris, où on manque déjà d'offres de soins. On va construire un nouvel hôpital à Saint-Ouen, mais on va supprimer 300 à 350 lits. Et dans le même temps, l'Agence régionale de santé autorise une restructuration des cliniques à Neuilly-sur-Seine, juste à côté, à quelques kilomètres, là où on va ouvrir une nouvelle clinique avec 450 lits, 30 blocs opératoires, et on vient débaucher les médecins dans le public qui n'ont aucun espoir d'amélioration de leurs conditions de travail. Voilà, donc ça c'est de la réalité. Donc ces gens-là, ce sont les fossoyeurs du service public, et je reprends le terme de Victor Castanet pour son ouvrage, ce sont les fossoyeurs du service public, il faut les mettre dehors. 5 ans de plus avec Emmanuel Macron, c'est la mort de notre système de santé et de protection sociale. Il faut que les gens le comprennent, il ne faut pas qu'ils se trompent, il ne faut pas qu'ils s'abstiennent, il faut qu'ils aillent voter et qu'ils mettent le bon bulletin dans l'urne pour qu'effectivement on ait une alternative politique avec une cohabitation et qu'il y ait un vrai débat sur quel service public qu'on veut, pour la santé, mais pas que pour la santé, on fait la même chose sur l'éducation. Mais pourquoi la santé et l'éducation? Ce sont les 2 grands services publics qui donc coûtent très cher et qui aujourd'hui sont essentiellement financés par les États. Que ce soit sur l'éducation ou sur la santé, on bascule tout ce qui est rentable vers le secteur marchand, écoles privées pour ceux qui peuvent se les payer, cliniques privées, assurances privées pour ceux qui peuvent se les payer dans la santé. Voilà, c'est la logique libérale. Tout est marchandise, tout est ouvert aux prédateurs pour le business et pour se faire des couilles en or, ça suffit. Voilà, un système libéral qui s'en prend toujours aux populations vulnérables, puisque voilà, l'hôpital, on a des patients qui souffrent, que ce soit voilà, et qu'on soit pauvre financièrement, qu'on soit pauvre culturellement, ou qu'on n'ait pas la bonne couleur de peau ou le bon accent. Merci beaucoup, Christophe Prudhomme, médecin SAMU 93 et conseiller régional Pouvoir Vivre en Île-de-France.